Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration et sur les applications iOS et Android de Elle. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Alors, je suis très honorée de vous recevoir sur ce podcast. Vous avez un parcours et un métier absolument incroyable. Vous êtes astronaute à l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle L'histoire de la conquête spatiale, je crois, qui est publié chez Vuibert et que vous avez écrit avec Franck Lehaut, qui est un médecin et instructeur des vols en apesanteur. Vous dirigez également la société Novespace. Vous proposez en fait des vols paraboliques, des vols 0G, qui recréent un peu l'apesanteur, d'après ce que j'ai compris. Vous avez participé aussi au jury de sélection de Thomas Pesquet. Vous êtes issu de 3 formations. Une formation scientifique, d'abord à l'école polytechnique. Ensuite, vous avez été formé pour être ingénieur. Et vous avez complété tout ça par une formation plus opérationnelle à l'EPNER, qui est en fait l'école du personnel navigant d'essai et de réception. Vous avez été formé au vol d'essai. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est la mise en œuvre du matériel complexe en environnement hostile. Au total, vous avez effectué 3 missions spatiales. Une première mission pour étudier l'atmosphère. Ce voyage fait d'ailleurs de vous le 5e Français à être allé dans l'espace. Donc là, c'était en 1994. Une seconde mission pour ravitailler la station spatiale russe Mir. Et une troisième pour réparer le télescope spatial Hubble. Donc vous avez vu les étoiles de très près. Vous avez vu la Terre depuis l'espace. Elle était en face de vous. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a vécu tout ce que vous avez vécu. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis fascinée par l'univers, par cette expérience un peu de l'overview effect. Je pense qu'on en reparlera. Et je me suis dit, qui de mieux qu'un astronaute pour parler du beau. Donc, dans cet épisode, si vous le voulez bien, j'ai envie que vous nous racontiez, que vous nous décriviez vos émotions, ce que vous avez ressenti dans ces explorations face à cette immensité, face à la Terre qui est finie, et aussi ce qui a changé dans votre façon de voir le monde. Alors, pour débuter notre conversation, j'ai envie de vous demander, depuis quand l'espace vous fascine ? Bon, merci Hélène pour me permettre et me donner l'occasion de ce partage d'expérience. En vous écoutant, je me demandais si c'est bien moi qui ai fait tout ça, mais c'est vrai que dans une vie, on peut en faire des choses. Alors, je suis né dans un milieu déjà un peu aéronautique. Mon père était pilote de chasse. D'accord. Et quand j'étais enfant, il nous amenait le week-end à l'aéroclub voir des avions faire de la voltige ou des parachutistes sauter d'avion. Et il se trouve que j'ai toujours eu une excellente vue. Donc ça, c'est important. La vue me donnait du plaisir à voir des détails de très loin. Et quand je levais les yeux vers un avion qui était tout petit, très haut dans le ciel, et je voyais un tout petit point noir, c'est une personne qui venait de sortir en chute libre et qui petit à petit commençait à prendre forme comme il descendait plus bas, j'avais l'impression que ces humains, ces machines évoluaient déjà dans l'espace. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience, même si je le savais concrètement, qu'il y a l'atmosphère, ce qu'on appelle le ciel dans lequel volent les avions, et au-dessus l'espace. Pour moi, regarder vers le haut, un avion dans le ciel, c'était regarder un avion dans l'espace. C'est-à-dire l'espace, c'est toute la 3e dimension. C'est tout ce qu'il y a au-dessus du sol sur lequel nous sommes tous plaqués par la force d'attraction gravitationnelle. Et donc, ça me donnait envie de voler. Voilà. Donc, le premier attrait vers la 3e dimension, vers l'espace, c'est l'envie de voler. C'est me dire le pouvoir de s'échapper de cette force qui nous plaque au sol sur un monde à 2 dimensions. On se déplace à droite, à gauche, avant, derrière. Et j'enviais les oiseaux. Voilà. Depuis tout petit, j'ai adoré regarder les oiseaux voler et je les enviais. Et je comprenais pas que l'être vivant le plus intelligent, que l'on reconnaît être le plus intelligent parmi les êtres vivants sur Terre, l'être humain, n'avait pas cette capacité que je trouvais pour moi extrêmement supérieure à toutes les autres, le pouvoir de voler. Et donc j'ai rêvé de voler depuis tout petit. Et en assistant aux missions Apollo à la télé, donc j'avais de 9 à 11, 12 ans pendant les missions Apollo qui ont amené des humains vers la Lune, je me disais ça doit être cool d'être dans l'espace. Et donc j'ai rêvé très tôt d'aller dans l'espace, pas d'être astronaute. Ça c'est a posteriori, je réalise que c'est pas la même chose de rêver d'être astronaute et d'aller dans l'espace. Astronaute, c'est un métier qui consiste à aller travailler dans l'espace. Mais aller dans l'espace pour le fun,
pour voir la Terre de loin, pour être en apesanteur et peut-être rencontrer des êtres extraterrestres. C'est comme ça que je le voyais quand j'étais enfant. Donc Ouais. voilà, rêver d'aller dans l'espace, c'est venu avec les missions Apollo qui ont été très médiatisées à l'époque. On a connu la première mondiovision lorsque l'équipage d'Apollo 11 a posé les pieds sur la Lune, les premiers humains à marcher sur le sol lunaire, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et donc c'était naturel pour moi de rêver de ce monde qui est loin, loin au-dessus des nuages. Je regardais la Lune en me disant, nous les humains avons été capables de marcher sur ce que je vois là. Et il n'y a pas une fois où je regarde la Lune sans penser à cette idée. Et quand du coup vous voyez à la télé quand vous êtes petit ce premier homme qui met un pied sur la Lune, vous vous dites quoi? Vous Ah, dites je me moi dis, aussi je veux y aller? nous sommes capables, nous les humains, donc moi, éventuellement, de le faire. Et je ne voyais pas la guerre politique, la course à la Lune entre deux grandes puissances spatiales. Pour moi, je n'avais pas conscience de ce conflit, la guerre froide entre les soviétiques Mmh. et les Américains. Je voyais des humains qui sont comme moi. Donc moi, comme eux, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et pour en rajouter, le professeur des écoles, j'étais au CM2 à l'époque, on venait de terminer le cours moyen deuxième année, et il nous disait, vous voyez, ces humains qui partent dans l'espace, c'est un nouveau métier, et vous, quand vous serez adulte, vous pourrez le faire, parce que le progrès avance tellement vite Mmh. que l'évolution qui a duré quelques décennies entre le premier avion et ce vaisseau spatial qui se pose sur la Lune, eh bien, va s'accélérer. Et quand vous aurez mon âge, vous pourrez acheter un billet pour aller passer vos vacances sur la Lune. Et je l'ai cru. Donc, à 11 ans, dans ma tête, il était écrit qu'à 20 ans, 25 ans, je pourrais choisir d'aller passer mes vacances, mes congés, le week-end dans l'espace et éventuellement sur la Lune, voire plus loin. Mmh. Et alors quand est-ce que vous vous dites: «OK, je veux aller dans l'espace», mais vous avez compris que c'était pas forcément pour le fun, mais en tout cas que vous avez envie d'aller dans l'espace pour exercer un métier? Je pense que c'est une démarche progressive. Déjà adolescent, j'ai toujours été attiré par la troisième dimension, comme je l'expliquais, par ceux qui volent. Et donc, j'ai très tôt, dès que j'ai pu, fabriquer moi-même des modèles réduits d'avions télécommandés. Vous savez, télécommandés, ça veut dire Mmh. que vous agissez sur des joysticks sur une petite boîte, et ça, c'était il y a 45-50 ans, hein. Et puis, loin, sous vos yeux, il y a un petit avion sans personne à bord qui vole et qui fait ce que vous voulez ici. Et ça me fascinait. Cela dit, je ne pensais pas en faire mon métier. À l'époque, adolescent, je me disais que je souhaitais être architecte ou médecin. Architecte parce que j'ai toujours aimé dessiner et construire et assembler avec mes mains. Et pour moi, les architectes sont des bâtisseurs qui imprègnent pour toujours le futur parce qu'ils Mmh. construisent des choses fantastiques qui restent très longtemps. Qui reste, ouais. Et les premières constructions qui m'ont fasciné au point que c'est la première chose dont j'ai parlé à la télévision quand j'ai été interviewé par Patrick Poivre d'Arvor sur le 20h de TF1, juste après mon premier vol spatial, j'ai parlé des grandes pyramides. Et l'ambassadeur m'a entendu parler au journal télévisé. Dès le lendemain, il m'a contacté pour m'inviter en Égypte. J'y suis allé avec ma femme et je suis rentré 4 fois dans la grande pyramide. J'étais absolument fasciné. Mais ça, c'est venu un peu plus tard. Mais et médecin, pourquoi? Parce que mon parrain était cardiologue, je l'admirais. Et je trouve que le plus beau métier du monde, c'est réparer des gens. Et pour moi, être médecin, c'est réparer des gens et réparer des personnes qui sont entre guillemets cassées, en utilisant un terme enfantin, comme un jouet cassé, Mmh. malade ou c'est admirable. Et j'admire. Pour moi, c'est toujours le plus beau métier du monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes le reconnaissent, hein. Mmh. Mais cela dit, j'étais aussi un grand fan de casse-tête, de puzzle. J'ai toujours aimé résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, l'état d'esprit d'un astronaute, c'est d'être problem solver. Voilà, nous sommes formatés à solutionner des problèmes. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur et je voulais continuer mon activité d'adolescent, d'aéromodélisme, mais en tant que professionnel. Et donc, j'ai fait des études me menant à être télécommandeur de sondes interplanétaires. Le métier que j'ai voulu exercer à la fin de mes études et que j'ai choisi et que j'ai commencé à exercer dès que je suis rentré dans la vie active, c'est de travailler sur des sondes interplanétaires. Imaginez-vous que des humains conçoivent des machines
qu'on envoie à des milliards de kilomètres de la Terre. On envoie des commandes depuis le sol qui arrivent plusieurs heures plus tard vers ces machines et leur font faire à distance ce que nous, on veut ici. C'est une forme de téléportation d'intelligence humaine. C'est ça que je voulais faire. Et à côté de ça, je devais être un peu aventurier sans m'en rendre compte, puisque j'avais tous mes brevets de parachutisme, j'étais pilote privé d'avion, j'adorais partir en randonnée, explorer des nouveaux sentiers, escalader. Et donc, dès que le CNES, l'Agence spatiale française, a lancé un appel pour constituer son deuxième groupe d'astronautes professionnels, je me suis dit, mais c'est pour moi. C'est évidemment pour moi. C'est à la fois aller dans l'espace, exercer un métier technique, travailler sur des engins spatiaux complexes et résoudre des problèmes. Donc j'ai candidaté, j'avais 25 ans, et 1 an plus tard, on m'a sélectionné. Donc, quand on vous annonce que vous allez être... parce que ça dure longtemps ce processus, vous candidatez et ensuite on vous annonce que vous allez être sélectionné. Mais ça, c'est quand vous êtes sélectionné, c'est combien de temps avant le départ? Depuis une quarantaine d'années, même un peu plus, on ne sélectionne pas des astronautes pour une mission spatiale identifiée. On sélectionne régulièrement un petit pool, un petit groupe d'astronautes professionnels qu'on sait être capable de faire le job. Comme ça, au moment où une mission se présente, on a des personnes prêtes à démarrer l'entraînement. Et on ne relance pas tout un processus de sélection à l'échelle nationale parce que ça prend environ 1 an entre le moment où on répond à l'appel à candidature et le moment où on nous sélectionne. Parce qu'il y a plusieurs étapes. En gros, tous les 2 mois, vous êtes convoqué à une étape qui va retenir que 10% des candidats et qui vont être convoqués à l'étape suivante 2 mois plus tard. Et on réserve les étapes les plus coûteuses qui mettent en jeu du matériel, du personnel de façon plus importante à la fin, quand il y a peu de personnes. Donc au départ, c'est des questionnaires à remplir, tout le monde peut faire ça chez soi, mais quand il faut tester en centrifugeuse, passer des visites médicales très poussées, 8 heures par jour, 5 jours d'affilée, tout ça, ça met en jeu des moyens importants. Donc on les réserve quand il reste plus que quelques dizaines de candidats. Et puis à chaque étape, on me convoquait à l'étape suivante. Donc voilà, ça prend 1 an. Donc là, une fois que je suis dans un corps d'astronautes, dans le deuxième groupe d'astronautes français en 1985, je sais que je suis sélectionné pour voler un jour dans l'espace. Mais le vol n'est pas garanti à ce moment-là. Il n'y a pas de mission décidée. Donc là, maintenant, il faut attendre la deuxième étape. C'est le moment où on vous dit, voilà, il y a une mission qui vient d'être décidée pour laquelle on a l'intention de t'assigner pour en faire partie. Et là, votre cœur bat très fort et vous savez que vous avez un pied dans l'espace déjà. Et quelle émotion vous ressentez quand vous savez que vous allez partir? Je crois que c'est pour moi l'émotion qui a le pic le plus élevé. Le jour où le chef des astronautes de la NASA, puisque j'ai été détaché pendant 10 ans à la NASA, je fais partie intégrale de ce qu'on appelle le groupe 14 NASA. Donc j'ai fait 3 sélections, une pour l'Agence spatiale française dans le deuxième groupe, puis j'ai passé la sélection pour être dans le deuxième groupe d'astronautes de l'Agence spatiale européenne, qui n'est pas la même que l'Agence spatiale française. Et puis, j'ai repassé une sélection pour être dans le 14e groupe d'astronautes de la NASA. Là, je fais mon job NASA au sol, en attendant d'être affecté à une mission. Et un jour, je suis convoqué dans le bureau du chef en me demandant qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, parce qu'il demande à me parler. Et puis, il m'annonce que dans 2 jours, il va annoncer à la presse que l'équipage de la mission STS-66 est annoncé, et voilà qui en fait partie, et dedans, il y aura mon nom. Et là, je peux vous dire que j'ai été le plus ému de toute ma vie d'astronaute, plus que le jour du décollage. Parce que le jour du décollage, c'est normal dans ma vie de monter dans la fusée et de décoller. Ça fait des mois que je sais que ce jour-là, à cette heure-là, mon job sera de faire ça. Donc, c'est un peu décevant de l'entendre pour vous, mais comme c'est quelque chose qui est programmé depuis longtemps, au moment où ça arrive, c'est normal de le faire, même si je suis très excité. Mais c'est pas programmé le moment. Je sais pas à l'avance quand est-ce que je vais être convoqué dans le bureau du chef des astronautes qui va me dire, je vais annoncer demain que tu es dans telle mission. Et là, je me suis dit, ça n'est plus virtuel, ça n'est plus fictif, ça n'est plus juste comme ça dans l'imagination, c'est concret, c'est réel. Dès demain, avec mes collègues qui sont aussi annoncés, nous allons rentrer dans les simulateurs, nous allons répéter de face de notre mission en simulant notre navette Atlantis avec les paramètres de notre orbite, l'altitude, l'inclinaison, etc. Donc c'est concret. Je touche le fait que je vais vraiment voler sur une mission bien définie. Oui. Et donc c'est concret, mais ce qui se concrétise aussi, c'est la prise de risque. Parce que je ne sais pas d'ailleurs combien
le risque qu'on a de ne pas revenir, mais il existe quand même. Oui, Euh, tous les astronautes ont au moins un point commun. Tous l'ont voulu. Vous n'êtes mm, pas sélectionné en finale si vous ne démontrez pas au cours des différents tests que c'est vraiment dans votre ADN, dans vos tripes, vous avez vraiment envie de faire ça. Lors des sélections, des interviews psychologiques, les membres du jury, et j'ai fait partie d'un jury de sélection, donc je me mets bien des deux côtés maintenant. On veut voir que le candidat, c'est vraiment le truc qu'il a envie de faire. Donc, on sait que c'est risqué. Il y a aujourd'hui la probabilité de perdre la vie dans une mission spatiale est toujours estimée de l'ordre de 1%. C'est de l'ordre de grandeur. Mais on l'évacue assez tôt dans l'entraînement parce que, vous savez, la peur, c'est la peur de l'inconnu. Si je vous mets demain dans une fusée, si je vous donne un ticket pour aller demain dans l'espace, et que vous n'y connaissez rien, soit vous êtes casse-cou, totalement inconscient, soit vous vous posez des questions et vous angoissez et c'est normal. Mais nous, au moment de partir, on a évacué l'inconnu, on a évacué ce qui pourrait alimenter notre peur, parce qu'on connaît tout. On connaît notre vaisseau, on connaît la façon de le faire fonctionner, on connaît tous les types de pannes qui peuvent arriver, les combinaisons de pannes possibles, et on s'est démontré à nous-mêmes qu'on est capable d'y faire face, puisque 70% du temps d'entraînement consiste à nous entraîner dans des simulateurs à très haute fidélité qui ont exactement le même look que notre cockpit avec les 1000 interrupteurs, les 6 écrans d'ordinateur mm. et connectés au vrai centre de contrôle où sont envoyées les données de notre simulateur comme si elles venaient d'une vraie mission spatiale. Donc les contrôleurs, ils voient sur leurs écrans les températures, les pressions, l'altitude, etc. Et au milieu, il y a les instructeurs qui injectent les pannes. Alors, ils n'ont pas droit de nous donner des scénarios sans solution, mais ils ont droit d'être vicieux. Donc parfois, on a à la fois la fuite d'air, la fuite de carburant, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui répond plus. Il faut trouver la solution. Alors, au tout début de l'entraînement, si on commence tout juste ou qu'on est un peu rouillé parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné, il nous arrive de mourir dans le simulateur. Je peux vous dire qu'on n'est pas fier quand on rentre chez soi. C'est qu'une ou deux fois, hein, c'est rare. Hein. Mais à l'approche de la mission, à 2, 3 mois du décollage, on est devenu Superman en tant qu'équipage. On est très fort et on adore la mission, on adore notre navette, on s'adore entre nous, on se connaît très bien et on a envie de la faire. Et on se dit, quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Donc la peur, on l'a évacuée très tôt grâce à cet entraînement intensif qui nous challenge au quotidien dès le début. Donc au moment de partir, on est maître de notre vaisseau et de notre mission. Et puis je pense qu'aussi, enfin, parce que la mission, au-delà de rentrer en vie, c'est aussi la quête de la connaissance. Enfin, c'est une quête qui est superbe, parce qu'il est hyper noble, quoi, de se dire que. Voilà, vous savez, on se pose la question, pourquoi j'ai voulu être astronaute? Tous les astronautes se la posent. La première réponse qui me vient spontanément, c'est parce que j'en avais envie et je ne sais pas pourquoi j'en avais envie. Après, il faut peut-être faire une analyse, échanger en face de quelqu'un comme je le fais avec vous. C'est en échangeant qu'on arrive soi-même à creuser un peu au fond de soi-même. Maintenant, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'envie d'être astronaute, de réaliser une mission spatiale? Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était la quête du savoir. Parce que les missions spatiales habitées rentrent dans la famille de ce qu'on appelle l'exploration spatiale, qui se fait avec des vols habités et des sondes interplanétaires automatiques pour le système solaire, qui est à portée, quitte à attendre 10 ans si on veut atteindre Saturne ou Pluton ou Uranus, etc., parce que c'est loin, donc le voyage est long, mais c'est quand même à dimension humaine. Maintenant, dès qu'on veut explorer au-delà du système solaire, le seul moyen, c'est les télescopes. Les télescopes à infrarouge, à rayons X, rayons gamma, dans le visible, dans l'ultraviolet, dont le plus fameux est le télescope spatial Hubble que j'ai eu le grand privilège et l'honneur d'aller toucher et réparer dans l'espace. Donc voilà, l'exploration, ça n'est pas la recherche d'une solution à un problème. C'est pour ça que je distingue bien les activités de recherche avec les activités d'exploration. L'exploration, au sens du capitaine Kirk, qui pour moi reste mon modèle, même aujourd'hui, de l'exploration spatiale, son logbook. Donc, au début de chaque émission, chaque série télévisée Star Trek, c'était voici les voyages du vaisseau Entreprise. Notre mission de 5 ans consiste à aller explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie et de civilisation, avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement, mot à mot, ce que font les grandes puissances spatiales aujourd'hui. Nous allons explorer des nouveaux mondes étranges. Les sondes qu'on a posées sur Titan, la sonde New Horizons de la NASA qui a exploré Pluton très récemment,
toutes les sondes européennes. Un Titan, c'est une sonde européenne qui s'est posée à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, avec une précision d'1 kilomètre. On découvre des mondes totalement nouveaux et qui bouleversent toute l'idée qu'on se faisait. Même Mars, l'histoire de Mars a été totalement bouleversée depuis 1 ou 2 décennies avec les Mmh. nouvelles sondes qu'on a posées dessus. Aujourd'hui, on recherche des formes de vie éventuelles qui existeraient dans ces mondes où il y a les conditions potentielles de vie, c'est-à-dire de l'eau liquide, longtemps, avec des sources d'énergie, du minéral. On va avec audace là où on n'est jamais allé. C'est ça l'exploration. L'exploration, même chez l'animal, c'est aller là où on n'est jamais allé pour voir où est le danger, où sont les abris possibles, où est-ce qu'il y a de la nourriture pour vivre. Ce que vous dites sur l'exploration, c'est aussi, enfin, je me dis quand on est petit, on le fait tout seul en fait. Enfin, on est programmé, je Exactement. pense, pour ça, quoi. Non, oui, oui, vous prenez un Ouais. bébé qui commence à peine à marcher à 4 pattes, au bout de quelques mois, vous le mettez dans le coin de votre salon. Est-ce qu'il va rester dans le coin? Non, il va crapahuter, il va aller derrière le meuble. Si la porte est ouverte, bah, il va délicatement mettre. Pourquoi? Alors certains disent, il cherche sa mère. Mais en fait, je pense que c'est plus profond que ça. C'est un instinct. C'est l'instinct de C'est conservation l'instinct, chez ouais, c'est chaque ça. être vivant Mmh. qui le pousse à explorer pour savoir en quoi consiste son environnement. Qu'est-ce qu'il y a Mmh. derrière la porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière le divan? Il y a peut-être de la nourriture, il y a peut-être un bonbon. Et puis si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je recule tout de suite et je me cache. Mais je pense qu'on a tous en nous l'instinct de ce qu'on appelle communément chez nous l'instinct de curiosité, qui est en fait l'instinct d'exploration, qui se trouve chez tous les êtres vivants. Et c'est dans nos gènes depuis le début du vivant sur Terre, parce que c'est en étant plus connaissant qu'on augmente nos chances de survie. C'est une façon très, très générique de le dire, Ouais. mais c'est valable pour les animaux, dès qu'il y en a une conscience minimum, et puis encore plus chez les humains. Mmh. Pourquoi nous aimons voyager? Pourquoi nous aimons lire? Pourquoi nous aimons écouter de nouvelles histoires? Souvent parce qu'elles nous émerveillent. On écoute plus facilement une histoire qui nous émerveille qu'une histoire un peu rébarbative. Mais c'est quelque chose qui est magnifique, la quête de l'inconnu et l'augmentation de ses propres connaissances. Il y a un plaisir à apprendre qui parfois est mal transmis aux enfants, et si un enfant est troublé par autre chose que ce goût d'apprendre, il peut oublier le goût d'apprendre, et donc c'est important pour les grandes personnes de rappeler à nos enfants que apprendre, c'est tellement magnifique. Oui et puis, c'est il faut la travailler, en fait, cette curiosité et puis, peut-être Oui, qu'aujourd'hui, notre système éducatif encourage peut-être pas suffisamment la curiosité, quoi. C'est un peu oui, dommage, oui. mais Oui, oui. Vous savez, les field trips, qu'on appelait en anglais, mes enfants ont grandi aux États-Unis. Donc les sorties en bus pour mmh, aller dans les forêts, regarder des champignons. Moi, je me souviens, c'était en sciences naturelles, c'est ce qu'on attendait tous. Et c'est pareil en histoire, aller visiter les musées, ou en sciences naturelles, on allait, ouais, bah, dans les champs, et on adorait ça. On mmh, adorait parce que ouais, chaque sortie scolaire, c'était une mission d'exploration avec un professeur qui nous apprend à observer, à explorer. Parce que bien sûr, ça s'apprend aussi, d'explorer et d'observer. Comment écouter, comment regarder, comment sentir, comment toucher, comment mettre en mots, décrire ce que l'on voit. C'est des choses, vous savez, tous les explorateurs, les ethnologues, les anthropologues, ce sont des explorateurs qui après écrivent mmh. ce qu'ils découvrent, parce qu'après il faut le transmettre. Le savoir que l'on acquiert par l'exploration, après il faut avoir aussi le don de le transmettre. Ça, c'est pas facile non plus. Surtout dans le domaine du spatial, parce que le spatial, le gros problème du spatial, c'est qu'il est totalement impalpable. Je ne peux pas vous faire voir le spatial, sentir le spatial, goûter le spatial, entendre le spatial, heu, alors que si vous êtes fanat, automobile, vous allez dans un salon de l'automobile, vous touchez la voiture, vous Mmh. sentez l'odeur du cuir, vous vous asseyez dedans, mais le spatial, à part quelques rares privilégiés qui ont vu un satellite, qui ont vu un décollage de fusée, ou mieux, quelques rares comme moi qui ont eu l'hyper grande chance d'aller eux-mêmes dans l'espace. Le spatial, pour beaucoup de gens, c'est un truc virtuel, ça se passe loin au-dessus des nuages, c'est incompréhensible, c'est très complexe. Donc, c'est difficile de communiquer sur quelque chose qui est impalpable. Alors que Mmh. quand vous pouvez faire toucher du doigt, évidemment, c'est plus facile de transmettre le savoir.
Alors, j'aimerais revenir sur votre expérience du premier vol que vous effectuez, que vous nous racontiez un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu 2 étapes clés là dont j'aimerais qu'on parle. C'est cette phase du décollage où en fait vous vous éloignez petit à petit de la Terre, et puis après une seconde partie de cette mise en orbite où vous arrivez et puis enfin, les moteurs sont coupés, etc. Mais je pense que vous n'avez pas du tout les mêmes sensations dans ces 2 moments. Comment ça se passe un décollage? Alors, une fusée, c'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif. La fusée est un moyen, est un passage obligé pour placer un vaisseau dans l'espace, quel qu'il soit, un vaisseau automatique, une sonde, un télescope, un vaisseau habité, il faut passer par une fusée. Le rôle d'une fusée consiste à communiquer une vitesse horizontale de 28 000 km/h à l'objet qu'on veut mettre dans l'espace. Donc toutes les fusées, leur job, Mmh. c'est monter rapidement verticalement pour traverser l'atmosphère en 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on est au-dessus de l'atmosphère, on est dans le vide. Une fois qu'on est dans le vide, on incurve la trajectoire à l'horizontale et on continue à accélérer jusqu'à atteindre la vitesse de 28 000 km/h. Lorsqu'on atteint cette vitesse, on est lâché et on tombe, attiré par la Terre, sans jamais la rencontrer. Parce que grâce à cette très grande vitesse, la trajectoire naturelle de chute libre nous fait tomber en ayant une trajectoire de chute libre qui a la même courbure que la Terre. C'est le principe de la satellisation. Et le lancement en fusée dure moins de 9 minutes. Entre l'allumage des moteurs au sol et l'extinction définitive, c'est moins de 9 minutes. Donc c'est une mise en œuvre colossale d'énergie et de puissance extraordinaire. Donc quand on est assis au sommet d'une fusée, tout en haut, dessous 90% de la masse qui décolle, c'est que du carburant, c'est de l'explosif, pour être brutal. C'est très difficile. Lancer une fusée, c'est comme tenir un crayon en équilibre sur votre doigt et l'accélérer violemment vers le haut. On a cette sensation d'être assis au sommet d'une énorme bombe dont on espère que l'énergie va être contrôlée de façon à ce que ça ne pète pas, mais que ça ne fasse que nous communiquer une vitesse de plus en plus grande. Donc, on est conscient d'une puissance énorme, donc il y a une certaine jouissance à chevaucher les engins les plus puissants du monde. Mmh. L'accélération n'est pas si physique et spectaculaire que ça. C'est 1,2 G le décollage en Soyouz, c'est 1,1 sur Saturne V qui va vers Apollo, c'est 1,5 en navette. C'est-à-dire que on se sent écrasé un petit peu sur notre siège, mais pas du tout aussi fort qu'un pilote de chasse sur le siège de son avion de chasse. Donc, ce qui est impressionnant, c'est pas tellement la poussée dans le dos qui est un peu plus forte que la normale, mais supportable par tout le monde. C'est la conscience que nous sommes assis en haut d'un énorme pétard qui va développer des puissances de l'ordre de 40 à 45 gigawatts. Ça veut dire que si on pouvait convertir en électricité l'intégralité de la puissance mécanique développée par les moteurs de la fusée, on pourrait satisfaire la demande en électricité de la France entière, tout utilisateur confondu, TGV, usines, particuliers, etc. Donc c'est phénoménal, mais physiquement, c'est supportable par le plus grand nombre. Au bout D'accord. de 2 minutes, on est à 5 fois la vitesse du son, verticalement. Le ciel est noir. Mais vous voyez? Enfin, c'est-à-dire que vous êtes assis, mais il y a des hublots, Oui, on a des hublots sur le côté. vous pouvez voir, d'accord. Et pour ceux qui sont dans le cockpit, dans le cas de la navette spatiale américaine, qui a été mon engin spatial de mes 3 missions, j'ai volé 2 fois dans le cockpit, une fois dans le point inférieur au décollage. Et dans le point inférieur, il y a un hublot sur le côté. Dans le cockpit, il y a 10 hublots. Donc vous voyez Ouais, partout. c'est tout. Ouais. Eh bien, mon premier décollage, il est à midi en Floride. Le ciel est bleu azur. Au bout de 2 minutes, il est noir d'encre, alors qu'il est midi. Si un jour vous voyez le ciel noir et que dans le champ de vue il y a le soleil, c'est-à-dire que vous êtes du côté jour de la Terre, Mmh. c'est que vous êtes dans l'espace. Dans l'espace, le ciel est noir, vide à l'infini. On ne voit pas les étoiles si on ne fait pas ce qu'il faut pour les voir, parce que l'œil est spontanément adapté à la lumière dans notre cockpit pour lire notre checklist, pour lire les écrans, pour lire les interrupteurs. Donc les étoiles, l'œil n'est Oui, pas oui. assez sensible pour voir les étoiles. Mmh. Donc si on veut voir les étoiles dans l'espace, il faut attendre d'être du côté nocturne de l'orbite, éteindre toutes les lumières dans le cockpit, ce qui est normalement interdit, attendre que la pupille de l'œil
s'adapte à l'obscurité, comme quand vous descendez dans la cave de votre immeuble ou votre maison sans aucune source de lumière. Au bout de 10 minutes, votre pupille est grande ouverte, vos bâtonnets s'activent, vous savez, les cellules de la rétine dédiées à la vision nocturne. Et là, c'est spectaculaire parce que le noir d'encre s'illumine de milliers ou millions de points brillants qui ne scintillent pas, parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère. Le scintillement des étoiles vient de l'atmosphère quand on les regarde depuis le sol terrestre, mais quand on les voit sans aucun gaz entre nos yeux et les étoiles, ce sont des points très ponctuels, très crisp, comme on dit en anglais, et c'est absolument magnifique. C'est très beau parce que autant on se sentait seul, isolé, dans l'infini de l'univers vide et noir, autant d'un seul coup on se dit est-ce qu'il est possible qu'on soit seul dans l'univers quand on voit autant d'autres corps célestes qui brillent et de différentes couleurs, puisque les étoiles ont des couleurs différentes en fonction de leur température. Donc voilà, ça c'est la deuxième sensation. Après la poussée, c'est le ciel noir en plein jour. Sur ce moment de la poussée, vous voyez le paysage de la Terre, en fait. Là, vous arrivez à distinguer, enfin, je sais pas moi, la France, enfin, on voit ou... Alors, on ne voit pas la Terre pendant le lancement parce que de façon à supporter la pression du décollage, même si elle n'est pas colossale comparée à un pilote de chasse, même si on la sent venir dans le dos, pour être confortable, tous les vols habités en fusée se font dans des positions des astronautes allongés dans des couchettes face au zénith, face au ciel. À l'opposé de Tintin dans Hergé, qui est une des très rares erreurs dans On a marché sur la Lune. Vous vous souvenez de Tintin et le capitaine Haddock au décollage, qui sont sur le ventre, sur leur couchette. Mais tous les astronautes qui décollent en capsule ou en navette, ils sont couchés sur le dos, face au ciel. Donc ce qu'on voit dans les hublots en face de nous, c'est le ciel. Alors, si on prend un miroir, on a un petit miroir attaché à notre poignet. Si on prend le miroir pour voir à travers les hublots qui sont derrière nous, dans la navette, on voit la Terre s'éloigner. Et ça, je l'ai fait à 2 reprises lors de mes 2 décollages dans le cockpit. Et c'est impressionnant parce qu'en quelques dizaines de secondes, les bâtiments deviennent tout petits et en quelques dizaines de secondes, vous passez de la vue juste du centre spatial Kennedy à plusieurs dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres à la ronde de la Floride. Et au bout de quelques minutes, c'est toute la Floride que vous voyez. C'est donc l'éloignement est très rapide, mais il est limité par les bords des fenêtres, donc on n'a pas encore. On voit physiquement qu'on s'éloigne parce que tous les objets, tous les détails, les lacs, les pistes d'atterrissage de la navette, tout ça deviennent tout petits, donc on sent qu'on s'éloigne. Mais ce n'est pas aussi spectaculaire que pouvoir coller votre œil au hublot, parce qu'on est quand même assez loin, donc du hublot, on est à 1 ou 2 mètres. Ça arrive quand vous êtes en orbite, en fait, quand les moteurs sont... Voilà, donc quand on éteint les moteurs pour toujours, 8 minutes et 32 secondes après le décollage, dans le cas de la navette, les moteurs s'arrêtent et on passe instantanément d'une gravité accrue. On est entre 3 et 4 fois la sensation de peser normalement notre poids. C'est-à-dire on est entre 3 et 4 G, comme on dit. À la fin de toute montée en fusée, on est tassé sur notre siège avec une force égale à 3 ou 4 fois notre poids. Donc c'est assez physique là, mais encore une fois, la grande majorité des gens peuvent le supporter. Mais d'un seul coup, les moteurs s'éteignent et nous sommes en apesanteur. Ou apesanteur, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire on ne se sent plus peser quoi que ce soit, on ne presse plus sur le fauteuil. Si on détache la boucle de notre harnais, on se met à flotter dans la cabine. Et c'est spectaculaire. Alors moi, je le connaissais bien parce que j'avais déjà vécu plusieurs orbites en apesanteur, mais par tranche de 22 secondes ou 25 secondes dans des avions, ce qu'on appelle les vols paraboliques. J'ai créé les premiers vols paraboliques en Europe il y a plus de 30 ans. Et donc, j'avais déjà fait beaucoup de ces vols en avion qui recréent la vraie apesanteur. C'est pas une simulation, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on injecte littéralement l'avion sur un arc orbital en lui faisant croire qu'il est dans le vide, mais ça peut durer que 20 secondes. Et c'est par un pilotage particulier. On sort pas de l'atmosphère, mais on fait suivre à l'avion la même trajectoire que s'il était dans le vide.
en compensant les effets de l'atmosphère. Donc je connaissais bien l'apesanteur. Donc je n'ai pas été surpris par ce phénomène de l'apesanteur, mais c'est quand même spectaculaire parce que c'est durable. C'est pour toute la mission. Oui. Mais les missions navette spatiale durent entre 10 et 15 jours, donc pendant 10 à 15 jours d'affilée, nous flottons dans la cabine. Dans la Station spatiale internationale, dans la station Mir, ceux qui font les vols de longue durée, c'est pendant 4 à 6 mois. Ouais. Continu. C'est fou. Et ça, c'est très ludique. C'est très rigolo. Enfin, c'est fantastique. Celui qui rêvait de voler, instantanément, son rêve est réalisé, mais à 100%. À 100%, ouais. Vous touchez à peine du doigt une paroi, vous dérivez vers l'autre paroi. Donc pour ça, moi, je faisais tout ce qui était impossible sur Terre, je le faisais dans l'espace. Je dormais au plafond, je me faisais ma toilette à l'envers, je faisais pipi à l'envers, je m'habillais en enfilant les 2 jambes à la fois dans mon pantalon. Sur Terre, c'est une jambe à la fois. Je mangeais en faisant flotter ma nourriture. Enfin, tout ce que je pouvais faire grâce à la pesanteur et qui est impossible sur Terre à cause de la pesanteur sur Terre, j'en profitais. Donc je dirais que ça, c'est très ludique. Mais ça n'est pas, il n'y a pas forcément d'émotion intime ou de beauté dans le phénomène de la pesanteur. Donc ça, c'est la troisième sensation. Donc on revient dans l'ordre. La poussée à l'allumage des moteurs, la sensation de puissance. Le ciel noir en plein jour, 2 minutes après décollage. La pesanteur au bout de 9 minutes. Et quand on se détache de son siège et que pour la première fois, on vient se coller à un des hublots du vaisseau, alors là, c'est le choc émotionnel. Là, c'est, je pense, l'expérience la plus bouleversante qu'ont vécu tous les astronautes dans les missions spatiales. C'est la vue de notre planète sur un fond noir d'encre de l'univers, qui est probablement plus bouleversante que la vue de l'univers, qui est une autre forme d'overview effect, parce que lorsque vous regardez à l'opposé de la Terre, dans un champ de vue où il n'y a ni le Soleil, ni la Lune, ni la Terre, en éteignant toutes les lumières, comme je le disais, voir notre Voie lactée, notre galaxie, les étoiles, les nébuleuses, avec vos yeux, à l'œil nu, et puis après avec des jumelles, c'est très émouvant aussi, c'est très beau. Mais c'est pas aussi émouvant que regarder notre propre planète, parce que regarder notre propre planète, d'où l'on vient, où l'on retournera, ça rajoute à l'émotion. Donc je le simplifierai en 4 aspects différents. D'abord, c'est le choc sensoriel. Pour la première fois dans notre existence, pour les humains qui l'ont vécu, le champ de vue porte très très loin. Il porte à des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres à la ronde, ouais. Voilà, à la ronde. Alors pour ceux qui sont allés plus loin vers la Lune, les quelques 20 et quelques astronautes qui sont allés au voisinage de la Lune, ils ont vu beaucoup plus loin que ça. Ils ont vu l'hémisphère, une demi-sphère totale. Ils voyaient la Terre, la moitié complète d'une Terre. Nous, on n'est pas assez loin pour voir la moitié, mais on voit par exemple largement la France entière. Donc ça, c'est important. Le fait que le champ de vue porte plus loin que jamais. En plus, le contenu change très vite parce que notre vaisseau voyage à 28 000 km/h. On traverse la France en 2 minutes. Donc vous passez en quelques dizaines de secondes, bien, de chaînes de montagnes à forêts tropicales, atolls turquoise de Polynésie, à des déserts ocres d'Afrique. Et donc c'est très dynamique. Et en plus, c'est très beau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais nous trouvons ça très beau, je pense, parce que c'est très coloré, c'est très contrasté, c'est très beau de voir une ligne. Vous savez, les lignes côtières, c'est des œuvres d'art. C'est comme un trait dessiné avec parfois des petites zones turquoises au bord ou des petites zones réfléchissantes, parfois des forêts ou au bord d'un désert. Et je me pose la question d'ailleurs, est-ce qu'un alien, un extraterrestre, qui viendrait d'ailleurs, qui n'a jamais vu la Terre auparavant, ni en film, ni en photo, avec leur télescope de là où ils sont, il vient vers la Terre, il découvre la Terre, est-ce qu'il trouverait la Terre belle? J'en sais rien. Je ne sais pas si elle est belle dans l'absolu ou si nous sommes programmés, tous les enfants de la Terre, pour être émus devant notre Terre tellement elle est belle. En tout cas, c'est un fait, devant cette expérience sensorielle, tous les astronautes sont émus au point d'avoir des larmes aux yeux, même si ce sont les plus endurcis. Et c'est d'autant plus amplifié que tous le vivent de la même façon à bord, quelle que soit notre origine culturelle, notre passé, que nous soyons avec des Japonais, des Américains, des Russes, on se pince en se disant, moi, j'étais à côté mon premier vol, dès les premières minutes, à côté d'un collègue américain de ma promo, un médecin urgentiste,
Scott, et je lui dis: «Mais on se touche». Il me passe et je le passe. Non, on est vraiment là? C'est vraiment nous? On n'est pas en train de rêver? C'est Mmh. waouh! Waouh, c'est dingue! Et là, c'est difficile de se descotcher du hublot. Je peux vous dire, quand on a du boulot à faire et pendant qu'on fait le boulot, on a quand même quelque chose qui nous trotte dans la tête. Vivement que j'ai fini la tâche que je dois faire là pour vite retourner au hublot, Mmh. admirer ce spectacle. Oui, et puis là, je pense que vous prenez toute la conscience du fait que la Terre est finie. Alors oui, elle est finie, elle est unique, c'est-à-dire il y a rien d'autre qui lui ressemble. Elle est isolée, c'est-à-dire on voit rien de proche. Dans le champ de vue, vous avez la Terre, le Soleil, parfois la Lune si elle se trouve, être de ce côté-là au même moment, et rien d'autre, noir d'encre. Donc, vous pouvez pas regarder la Terre éclairée par le Soleil et en même temps voir les étoiles. Donc c'est la Oui. Terre finie en dimension, unique, rien qui lui ressemble, isolée, personne pour nous venir à l'aide ou nous pour aller rejoindre une aide, ailleurs, et absolument magnifique. Et magnifique parce qu'elle est contrastée, parce qu'elle a sa propre vie climatique, géologique, tectonique. Vous voyez les ouragans depuis l'espace, c'est magnifique ces tourbillons. Vous voyez les nuages former des des formes courbes et enlacées, très, très belles. Vous voyez aussi son œuvre géologique. Vous voyez des effets de supervolcans. Donc, vous vous rendez compte que la Terre n'est pas fragile. Elle nous survivra. C'est Ouais. nous qui sommes fragiles. Et ce qui m'a vraiment bouleversé en ce qui concerne la fragilité du vivant, c'est quand j'essayais de prendre en photo l'atmosphère vue sur sa tranche à l'horizon. Parce que quand on regarde en dessous du vaisseau, on voit la Terre, mais on voit pas l'air. L'air est transparent. On voit l'atmosphère en le regardant perpendiculairement à cette couche de gaz. Mais quand vous regardez à l'horizon, l'atmosphère vue sur le côté, par le côté, c'est ce qui fait la jonction entre ce qui est la Terre et ce qui est le cosmos noir. Et à l'échelle de la planète, vous vous apercevez que c'est une couche de gaz qui est extrêmement mince. À l'échelle d'un globe terrestre, pour vous donner une image, comme on a parfois chez soi sur son bureau de 30 centimètres de diamètre, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Mmh. C'est à peine 40-50 kilomètres d'épaisseur pour un rayon terrestre qui fait 6400 kilomètres. Mmh. Donc vous voyez, c'est là qu'on se rend compte que nous vivons, tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, les humains, grâce à ce filet de gaz extrêmement mince, qui est dans un équilibre stable, mais très fragile avec l'océan. Parce que lorsqu'on voit la Terre depuis l'espace, on réalise que c'est un vaisseau spatial et que nous sommes pas seulement passagers, mais nous devrions nous sentir la responsabilité d'être membre d'équipage. Vous savez, un passager dans un avion, c'est quelqu'un qui connaît rien à l'aéronautique, a priori, pour la grande majorité. Mmh. Ils attendent juste que les professionnels s'occupent d'eux. On vous demande juste de vous asseoir, vous vous obéissez, vous attachez votre ceinture. Alors que un membre d'équipage, c'est quelqu'un qui a une responsabilité dans la conduite du vaisseau. Et la Terre est un vaisseau spatial dont le système de support vie, c'est comme ça qu'on appelle, nous, dans notre vaisseau, le système qui génère l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, Mmh. régule la pression, la température, l'humidité, nourrit l'équipage. Et bien sûr, quand on regarde la Terre depuis l'espace et qu'on se dit, mais la Terre, finalement, c'est un vaisseau spatial en soi, on cherche à faire le parallèle avec notre vaisseau, système par système. Alors, quel est le système qui permet aux vivants d'exister sur Terre? C'est l'océan. Moi, je l'ai appris en étant astronaute, je ne le savais pas avant. Racontez-nous, quel est le lien entre l'océan et l'équilibre en fait du vivant? Quand j'étais en primaire, on nous disait que la forêt amazonienne était le poumon de la Terre, était un des poumons de la Terre. Mmh. Donc j'ai grandi en me disant que l'oxygène que nous respirons vient essentiellement de la photosynthèse des arbres et des plantes. Alors, c'est vrai que les plantes produisent de l'oxygène, mais l'oxygène dans l'atmosphère vient principalement de la photosynthèse de plantes aquatiques, du phytoplancton. Du phytoplancton, Donc OK. le principal producteur de l'oxygène qui permet à tous les êtres vivants de vivre sur Terre, de respirer, et le principal absorbeur du gaz carbonique que l'on produit en respirant, mais aussi à cause de toutes nos machines qui consomment du pétrole et des énergies fossiles, c'est l'océan. Mmh. Et c'est l'océan qui régule le cycle de l'eau, c'est l'océan qui est le principal régulateur
des températures, qui fait qu'on a beaucoup de zones tempérées sur Terre. C'est l'océan qui nourrit plus de la moitié de la population. Donc, quand on est astronaute, on apprend à aimer l'océan comme la source primordiale de vie. À chaque fois qu'il y a eu des extinctions majeures du vivant sur Terre, pour des raisons naturelles, c'est le vivant a rené de l'océan. C'est de l'océan sont nés les premiers êtres vivants. C'est l'océan qui régule l'atmosphère. Alors, il sert d'effet tampon, c'est-à-dire que l'océan évite à l'atmosphère d'atteindre des extrêmes de froid ou de chaud au niveau des pays qui sont dans des latitudes un peu extrêmes. Et la protection de l'océan, ça démarre à la source des rivières qui se jettent dans les fleuves, qui se jettent dans les océans. Et donc, c'est pour ça que les astronautes sont tous très engagés dans différentes ONG dédiées à la protection de l'environnement. Et je crois d'ailleurs que vous êtes particulièrement engagé du coup. Mais je crois que c'est aussi en lien avec le livre que vous avez... Oui, alors je parraine depuis plus de 10 ans une association de protection de l'océan en Polynésie française qui fait un travail remarquable avec peu de moyens, mais pour sensibiliser plusieurs dizaines de milliers d'enfants polynésiens sur le respect de l'océan, parce que les Polynésiens vivent de l'océan à 100%. oui. Mais ceux qui saccageaient les coraux, qui braconnaient les tortues, etc., on leur apprend à respecter l'océan et vivre en harmonie avec l'océan. Et donc, quand avec Franck Lehaut, on a écrit ce livre qui est maintenant édité chez Debuck, qui a racheté Hubert, on a décidé de donner tous les droits à cette association qui, à ce jour, ont touché plus de 25 000 ou 30 000 euros de droits d'auteur. Donc, ça leur permet de réaliser des projets de conservation, de protection, de sauvetage de tortues marines. Et concrètement, il va se passer quoi en fait si on fait rien? Enfin, c'est le réchauffement des océans, c'est l'acidité des. Ce que les scientifiques ont aujourd'hui validé, c'était encore une hypothèse il y a 5 ans, mais maintenant les modèles s'affinent et il est clair que l'activité humaine a un rôle significatif dans l'augmentation des gaz à effet de serre, lesquels font monter la température, lesquels font gonfler les objets dont l'eau qui monte, mais c'est pas le plus grave, l'océan. Vous savez, la Terre, dans son histoire, a connu des niveaux d'océan de plusieurs centaines de mètres plus haut ou plus bas que ce qu'on a actuellement. En fonction des hyperglaciations et des hyperréchauffements qui se sont produits pour des raisons purement naturelles, et il y en aura d'autres dans le lointain futur pour des raisons purement naturelles. Mais actuellement, on accélère le réchauffement qui est suffisant pour faire monter l'océan à un niveau qui va poser problème à beaucoup de populations côtières qui vivent sur des îles qui ont à peine quelques mètres d'altitude. Mais pire que ça, le fait de demander à l'océan d'absorber beaucoup plus de gaz carbonique que la normale va le rendre beaucoup plus acide. Et s'il devient plus acide de pas grand-chose, il y a toute une chaîne alimentaire, depuis les micro-organismes à base de coquilles et de structures à base de calcaire, qui disparaît. Et là, c'est une famine grave pour une grande partie de la population. Ça, c'est l'acidification des océans est plus grave que la montée des eaux, qui est elle-même aussi sérieuse. Donc, si on fait rien, si on continue à produire des gaz à effet de serre qui vont élever la température moyenne de l'atmosphère, on va décaler légèrement l'équilibre océan-atmosphère à un point qui va causer des drames, qui va pas éteindre l'humanité, hein, mais qui va causer des drames à l'échelle planétaire. Absolument. En fait, c'est ne pas consommer plus que ce que la Terre peut absorber, et puis ne pas consommer plus aussi que ce que la Terre peut nous donner chaque jour. Voilà, il faut rester humble. La Terre est beaucoup plus puissante que nous. Globalement, elle nous survivra. Je pense que avant la fin du vivant sur Terre, dans quelques centaines de millions, dans 1 milliard d'années, il y aura plus de vie sur Terre. Dans 1 milliard d'années, le Soleil commencera à devenir une géante rouge et la Terre deviendra trop chaude pour abriter quelques formes d'activité biologique. Mais d'ici là, probablement, l'espèce humaine aura disparu sur Terre. Il y aura d'autres formes de vie adaptées. Mais à court terme, on va causer des problèmes catastrophiques sur des échelles de temps de l'ordre du siècle, donc de l'espèce humaine. C'est important de comprendre que la Terre est un vaisseau spatial, et c'est vrai que ce qu'on appelle l'overview effect, ce bouleversement sensoriel, émotionnel, intellectuel, même spirituel, qui a créé la Terre? Quand vous regardez la Terre, c'est tellement beau que vous ne pensez pas à un humain capable d'avoir
créer cette beauté. Et on a du mal aussi à penser que la nature, elle peut le faire toute seule, tellement c'est extraordinairement réussi. Donc, on se pose des questions sur la création. On n'a pas la réponse. Mais alors, les croyants, ils ont leur réponse. Mais les non-croyants, ils se posent toujours la question. Mais c'est intéressant de voir comment cette expérience nous pousse à nous poser des questions beaucoup plus profondément que l'on aurait fait si on n'avait pas connu cette expérience. Oui, cette immensité. Donc en fait, quand vous voyez en face de vous la Terre, pour en revenir un peu à l'émotion, c'est du respect, c'est de De l'admiration, l'amour. de De l'amour. l'amour. On tombe amoureux de notre planète. On l'aime, notre planète. On a envie de la chérir. On a envie de la dorloter. On a envie de la cajoler, de la remercier, de nous donner cette chance de vivre sur ce corps céleste aussi magnifique. Vous savez, on aurait peut-être pu avoir, je sais pas, un autre corps céleste avec une couche de gaz qui nous permettant de respirer, mais sans qu'il y ait toute cette diversité de couleurs, de lignes de contraste, de variété, de relief. Ça aurait pu être moche, je sais pas. Remarquez, vous savez, Buzz Aldrin, on oublie souvent sa première phrase sur la Lune. Vous connaissez de Neil Qu'est-ce qu'il dit? Armstrong, mais Buzz Aldrin, Magnificent Desolation. C'est-à-dire que même une désolation totale, sans rien d'autre que des cailloux et du sable, très agressif d'ailleurs, le rigolite lunaire, de couleurs uniformes, même ça, Buzz Aldrin le trouvait magnifique. Donc vous voyez, le beau peut être coloré, mais peut être aussi assez désolé. Mais Parce que vous l'avez vu, la Lune, elle est comment? alors C'est la noir, Lune, c'est on gris? l'a vu de loin parce que nous sommes en orbite basse, tous les vols habités sont à quelques centaines de kilomètres d'altitude de la Terre. La Lune, D'accord. elle est 1000 fois plus loin, mais c'est vrai que lorsqu'on la regarde sans la voir à travers l'atmosphère, on la voit dans sa couleur réelle. Depuis le sol, on a l'impression qu'elle est plutôt argentée, mais la couleur de la Lune vue depuis nos vaisseaux spatiaux, sans rien, sans filtre gazeux, c'était plutôt marron beige clair. Je dirais c'est plutôt dans le marron que l'argenté. C'est plutôt la couleur de la terre, si vous voulez, d'une terre assez claire. Mais magnifique, magnifique, parce qu'elle a des dessins, fabriqués par la nature, par les cratères, par les. Mais c'est vraiment très très beau. Et est-ce que vous êtes sorti dans l'espace? Alors j'étais entraîné pour les sorties lors de mon deuxième vol, mais finalement on n'a pas eu besoin de sortir. Lors de mon troisième vol, je ne suis pas sorti, mais j'étais le chauffeur de mes collègues en scaphandre. Alors parfois pour piloter le bras robotique qui est à Mmh. l'extérieur de la navette, c'est un bras qui fait à peu près 15 mètres de long, comme un bras humain, avec une épaule, un coude, un poignet. Je fais faire à ce bras ce que je veux dehors, comme si c'était mon propre bras. D'ailleurs, Ah, je m'étais presque, j'avais presque intégré le fait que ce bras à l'extérieur était comme mon troisième bras. J'avais même pas besoin de réfléchir pour savoir comment agir sur les manches. Et donc je me collais au hublot. oui. J'avais le nez collé au hublot. Et donc, dans mon champ de vue, je voyais comme si j'étais dehors avec eux en scaphandre. C'était assez rigolo. Et quelles sont les émotions qui vous décrivent les astronautes qui sont sortis? Alors, vous savez, ils sortent pour travailler Ouais, donc et ils sont concentrés sur leurs tâches en permanence. Et je me souviens de Claude Nicolier, un collègue suisse, qui rentre de sa sortie dans l'espace qui a duré plus de 8 heures. ah oui. Et pendant les 8 à 9 heures d'affilée, où moi j'étais son chauffeur, on était dans une relation professionnelle entre nous. Et quand il rentre, je lui dis alors c'était comment? Mmh. Tu as vu la Terre? Je lui demande. Tu as vu la Voie lactée? Il me dit ah ben non, j'ai pas pensé. C'est-à-dire que il avait l'impression d'avoir terminé une séance d'entraînement en piscine. Il avait refait la même chose qu'il avait fait 100 fois dans la piscine lors de l'entraînement. C'est-à-dire que nous avons un sens de l'engagement tellement poussé à nous concentrer sur notre tâche que lorsque nous sommes le nez dans le guidon, on oublie de prendre un peu de temps pour vivre l'expérience. Et c'est pour ça que dans mon premier livre dédié, qui raconte mon troisième vol spatial, la réparation du télescope spatial Hubble, donc c'est un livre qui est Mmh. publié depuis longtemps, Histoire d'espace, mission vers Hubble, je dédie un D'accord. chapitre à un collègue avec qui j'ai volé dans l'espace lors de mon deuxième vol, donc rien à voir avec Hubble, mais qui m'a raconté que lors d'une sortie dans l'espace de la station spatiale, il y a une période où il était en attente avant de pouvoir toucher un équipement. Il avait remplacé une pièce sur un équipement et le sol lui demandait à distance, attends qu'on te rappelle, on va faire des essais, on va l'allumer, l'éteindre et après tu pourras continuer. Et parfois pendant 10 minutes, un quart d'heure,
il se retrouvait à n'avoir rien à faire. Donc lui me racontait, il est dehors, il se met dos à la station, il reste attaché bien sûr, et dans son champ de vue, il ne voyait rien de la station. Donc dans son champ de vue, c'était uniquement un bout de terre et le reste, l'univers noir. Et il me dit, à un moment donné, il avait l'impression qu'il était tout seul au milieu de l'univers. Très loin de la Terre, parce qu'elle est quand même assez loin, il voit qu'il est loin, et rien de matériel dans son champ de vue autre que ce noir du cosmos et les bords de sa visière, de son scaphandre. Donc il me disait, I was alone in the universe. Il voyait pas son collègue, il voyait. Et ça, c'est assez fantastique parce que imaginez-vous à un moment donné d'avoir l'impression d'être tout seul. Il n'y a plus personne d'autre dans l'univers. Il y a la Terre comme être géologique climatique parce que comme ça, quand vous voyez la Terre depuis l'espace, vous ne voyez pas les humains. Vous voyez juste des grandes forêts, des lacs, l'Himalaya. Vous voyez un objet géologique, climatique, et puis le reste qui est noir. Et il y a un être vivant, vous, conscient. C'est assez incroyable comme expérience. Oui, et puis du coup, on comprend aussi mieux en quoi cette expérience fait une prise de conscience, touche l'émotionnel, qui finalement est un peu le facteur commun de tous les humains. L'espace, c'est un peu un truc universel, quoi. C'est le même pour tout le monde. Les premiers mots de Gagarine, Yuri Gagarin, Alexeïevitch Gagarin, le premier humain qui est allé dans l'espace, le 12 avril 1961, donc il y a 59 ans. Les premiers mots, c'est « je me sens bien, il y a чувствую себя хорошо ». Il le répète plusieurs fois pour rassurer les gens au sol que tout va bien, et le fait d'être dans l'espace ne le perturbe pas. Il peut penser, réfléchir. Et tout de suite après, il s'exclame « qu'est-ce que c'est beau !» Le spectacle est magnifique. Il décrit les nuages et l'horizon, le lever, le coucher de soleil sur l'horizon. S'il avait dit « je me sens pas bien et c'est moche », ça aurait gâché toute l'aura du vol spatial. Mais depuis, bien sûr, il n'a jamais été démenti. Leonov, qui l'a suivi peu de temps après, Alexei Leonov, qui a effectué la première sortie dans l'espace et qui est le premier peintre et dessinateur dans l'espace, qui a dessiné le coucher de soleil vu de l'espace, décrivent tous que c'est magnifique. Et il faut que je rappelle quand même, pour vous imaginer, c'est que quand je disais que ce qui contribue à la beauté du spectacle de l'overview effect, c'est que le contenu de ce que l'on voit change très vite parce que nous défilons très vite et nous voyons un soleil se lever ou se coucher toutes les 45 minutes. À 28 000 km par heure, on fait le tour complet de la Terre en 90 minutes, en 1 heure et demie. Pendant 45 minutes, on survole le côté de la Terre éclairé par le soleil. Et les 45 minutes. Vous voyez plusieurs fois le soleil se lever, se coucher. Voilà, 16 levées et 16 couchers de soleil par jour. On fait 16 tours du monde par jour. Et chaque tour du monde est réalisé pour moitié en survolant le côté de la Terre éclairé par le soleil, où il fait jour, et pour moitié le côté où il fait nuit, où vous voyez encore mieux les aurores polaires, les lumières des villes, les éclairs et les orages. Et c'est extrêmement impressionnant de voir sur des centaines de kilomètres des zones orageuses où les nuages sont éclairés de l'intérieur par la foudre et qui donnent vie à la Terre. Et votre message, du coup, après avoir vu tout ça, le but, c'est quoi? C'est qu'on devienne plus sage à l'échelle de l'humanité? Que les humains prennent conscience qu'on a une chance inouïe de vivre dans un vaisseau spatial naturel aussi magnifique, aussi riche de diversité, prendre conscience que la Terre est un vaisseau spatial et que nous devrions le gérer comme tel, c'est-à-dire apprendre comment il fonctionne, ça on le fait avec des satellites. Après, comment l'utiliser, c'est-à-dire comment utiliser les ressources que nous offre notre planète pour ne pas dépenser plus que ce qu'elle nous donne chaque jour, y compris le rayonnement solaire qu'elle laisse passer à travers l'atmosphère, et puis recycler. Vous savez, dans l'espace, on est les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage, et si on appliquait cet état d'esprit à la planète, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, il y a beaucoup de start-up, de sociétés, même de grands groupes, comme Akuo Energy par exemple, qui sont spécialistes mondiaux dans le recyclage. Voilà, je pense qu'on est capable de vivre en harmonie pour ne pas dégrader ou consommer
plus chaque jour que ce que la nature nous offre. La nature, j'entends le soleil et notre planète elle-même pour vivre longtemps. Et il y a des solutions, c'est sûr qu'il y a des solutions. Oui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire là aux designers, aux architectes, aux paysagistes, aux créatifs qui nous écoutent? Alors, vous savez, il y a plusieurs choses que je peux leur dire. D'abord, c'est les remercier parce que ce sont eux qui touchent le plus facilement le plus grand monde grâce aux émotions. Vous savez, ce qui fait Mmh. changer d'avis quelqu'un, c'est les émotions. Et les premiers à toucher l'être humain par les émotions, ce sont les artistes et les créateurs et les architectes sont des artistes aussi. Mais ce que je leur dirais, c'est inspirez-vous au maximum de la première création architecturale, picturale, artistique qui nous est offerte sous les yeux, qui est notre planète. Alors, c'est ce que font beaucoup d'architectes déjà et Mmh. d'artistes qui Mmh. s'inspirent de la nature. Mais si on pouvait leur donner accès à l'espace, je pense que ça leur donnerait un recul encore plus grand que ceux qu'ils ont aujourd'hui. C'est juste de Mmh. s'étendre, voilà, de penser grand, de penser global, de penser overview et de sensibiliser à travers leur création l'équipage que constitue l'humanité à ce concept, que nous sommes tous membres d'un seul et même équipage. Oui. Alors, vous savez que ce podcast s'appelle Où est le beau? Et j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous dire ce que représente le beau. Alors, Jean-François Clairvoy, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du beau? Voilà, ça, c'est une question difficile. Mais je dirais, ce qui me vient spontanément, c'est est beau tout ce qui vous procure des émotions positives. Mais ça peut être des sentiments d'amour, par exemple, ça peut être de la musique, ça peut être aussi un tableau, ça peut être un paysage, bien sûr visuel. Le beau, pour moi, il n'a pas de texture propre. Et en tant qu'astronaute, je peux vous dire que la plus belle chose que j'ai admirée visuellement, c'est notre planète, vue de l'espace. Mmh. Maintenant, il m'est arrivé de voir le beau dans la nature. Je suis très facilement émerveillé depuis tout petit par le vivant, grâce à un oncle, professeur de sciences naturelles, qui, tout petit, m'emmenait avec mon frère jumeau, ma sœur, aller observer les insectes, les papillons, des petits rongeurs, des plantes, des fleurs. Et donc très tôt, j'ai appris à admirer la nature et à trouver spontanément très beau une chenille qui se transforme en Un papillon. papillon. Ouais. C'est pour moi la démonstration du caractère absolument magique, magnifique, extrêmement beau des pouvoirs de la nature. Observer, aller dans des parcs qui ont des volières de papillons, ou alors Mmh. vous pouvez très bien prendre une chenille que vous mettez dans une boîte à chaussures avec un couvercle en plastique, avec la plante sur laquelle vous l'avez trouvée quand elle est prête à se transformer en chrysalide, et vous observez tout le phénomène chez vous, et une fois que ça se transforme en papillon, vous le libérez finalement. Donc comme ça, vous n'aurez Ouais. pas sacrifié la vie naturelle d'une chenille se transformant en papillon, mais voilà un symbole de la beauté de la nature pour moi. Mmh. C'est comment un animal qui a rien à voir avec un papillon, qui parfois se sacrifie pendant des années à vivre sous terre, pour ce qui est des larves de hanneton par exemple, se transforme un jour en animal volant en passant par un stage intermédiaire qui a rien à voir ni avec l'état larvesque, ni avec l'état ailé de l'animal. Voilà ce qui m'a le plus ébloui de beauté de la nature toute ma vie, d'adolescent, même d'adulte, jusqu'à ce que j'ai la chance un jour de voler dans l'espace, que je vois la Terre C'est en faisant le parallèle. La Terre, c'est un peu le papillon qui, à une époque, lors de la création du système solaire, était un être absolument chaotique, totalement invivable, un enfer, caillouteux, et qui s'est transformé en papillon, permettant aux vivants d'apparaître. Voilà. Vous m'avez fait là, j'avais jamais fait cette comparaison auparavant, mais quand je suis arrivé vers la station Mir lors de mon deuxième vol, puis à l'approche du télescope Hubble lors de mon troisième vol, j'ai eu l'impression à un moment donné de voir un insecte brillant, doré, éclairé par le soleil, se rapprocher de nous. Il y a à cause des panneaux solaires qui donnent cet aspect ailé. Mais maintenant que vous me faites réfléchir au beau, je me dis que finalement la Terre elle-même
qui est un vaisseau spatial, est le papillon qui est né Mmh. d'une transformation qu'on n'a pas connue parce qu'elle précédait le vivant il y a très longtemps, il y a 4 milliards d'années, Mmh. et qu'on a une chance de le vivre au quotidien. Non, c'est sublime. Merci pour vos mots. On pourrait vous écouter encore des heures. J'ai deux petites dernières questions. À qui aimeriez-vous passer le relais dans ce podcast? Écoutez, là, spontanément, nous avons parlé d'architecture, de beau, de biomimétisme, donc je pense à un ami architecte et océanographe qui s'appelle Jacques Rougerie, Mmh. qui est membre de l'Institut, qui a créé une fondation qui organise un concours incroyable international pour permettre à des jeunes architectes, ingénieurs, designers de concevoir les futurs habitats sous-marins ou de surface ou spatiaux. Il peut vous parler du beau, Du beau. il peut vous parler d'architecture largement pendant plus d'une heure. Mmh. Ouais, ce serait superbe. Et dernière question, est-ce qu'il y a des ressources que vous nous recommandez pour peut-être comprendre encore davantage ce qui se passe, ce qu'on ressent quand on voit la Terre depuis l'espace, etc. Je ne sais pas, des livres, des films. Si vous voulez un film qui reproduise l'expérience sensorielle identique à celle que j'ai vécue, je parle juste de l'expérience sensorielle, pas de Mmh. l'histoire. Ben, il y a les films en IMAX tournés par les astronautes, en Mmh. vrai, avec des grosses caméras IMAX, donc Station spatiale 3D ou Hubble 3D. Si vous n'avez pas de cinéma IMAX à proximité, allez voir le film Gravity. Il vous fait voir les vaisseaux, la Terre, l'univers, de jour, de nuit, les sons, les mouvements, exactement comme la réalité. Si vous voulez voir un film qui vous fait réfléchir sur le modèle mathématique qui décrit notre univers, il y a peut-être Interstellar avec une très belle musique. Sinon, à part les films, allez sur les sites internet de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, du télescope spatial Hubble. Sinon, vous regardez aussi, vous avez sur l'Overview Effect, vous avez le site One Home ou aussi Blue Turn. Oui, Donc, le Blue Turn, je voulais qu'on en parle. C'est une application, en fait, Blue Turn. oui, c'est un Français, Jean-Pierre C'est Gou, incroyable. Mmh. qui a proposé à la NASA de prendre des images, des vraies images de la Terre, et Mmh. les assembler pour en faire comme un film de la Terre qui tourne. C'est une, C'est hypnotisant. c'est Moi, des, voilà. j'ai cette application depuis quelques mois sur mon téléphone et à chaque fois, j'ai beaucoup d'émotions quand. Enfin, c'est fou parce que c'est avec bah, notre téléphone, on est chez nous, mais On a ça la fait chance beaucoup de d'avoir un bien. satellite qui est Mmh. placé exactement sur la droite qui relie le Soleil à la Terre. C'est un satellite qui est pas très loin de la Terre, mais qui a le Soleil en permanence dans le dos, en permanence. C'est-à-dire que ce que voit ce satellite, c'est toute la moitié de la Terre entièrement éclairée. Et comme la Terre tourne sur elle-même, eh bien, en associant les photos les unes après les autres, on voit la Terre qui tourne sur elle-même. Et c'est vrai que c'est très, très émouvant. Mmh. Et allez voir Blue Turn, oui, ça c'est un truc à voir. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Jean-François Clairvoy, de nous avoir raconté tout ça. Mais merci Hélène pour m'avoir permis ce partage.